Madame, Messieurs, bonsoir. Quelle est votre formule? Voulez-vous la révision de la Constitution ou voulez-vous carrément le changement de la Constitution, la révision de la Constitution avec la révision de l'article 220, oui ou non? Nous allons en parler dans cette émission. Vous le savez, l'UDPS a lancé une campagne de sensibilisation par rapport à la révision de la Constitution. Êtes-vous pour ou contre? Notre invité ce soir va devoir donner son point de vue. Il s'agit de Maître Dalia Tshilanda. Elle est analyste politique. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Monsieur Ambroise. On va également parler des états généraux de la justice. Faut-il des états généraux de la justice? Et pourquoi faire? Vous êtes avocate. C'est bien ça. C'est bien votre secteur. Alors, on va un peu parler de cette histoire des constitutions. C'est un débat qui a commencé il y a très longtemps. Vous avez déjà donné votre point de vue ailleurs, mais on voudrait un peu vous avoir sur cette question pour savoir si vous êtes pour ou contre que la Constitution puisse subir une certaine modification. Alors, avant toute chose, Monsieur Ambroise, j'aimerais rappeler à nos téléspectateurs, à ceux qui nous suivent, qu'il est vrai que la Constitution, elle est évolutive, puisque la société elle-même évolue, et la Constitution, quoi de plus normal, puisque ce sont des tests qui sont faits par des humains, des députés et consorts, d'où elles peuvent changer en fonction d'une époque ou d'une autre. Mais pour répondre rapidement à votre question, je vous dirais non. Pourquoi je dis non, du fait que je suis contre la révision de la Constitution, c'est ici l'intention cachée derrière. Parce que lorsque l'on voudrait, parce que lorsqu'on voudrait parler de la révision constitutionnelle, je crois que les débats devraient être tournés sur les bien-être même de notre population. En quoi est-ce que certaines dispositions de la Constitution doivent être revues par rapport à ce qui dérangerait ou ce qui serait comme un obstacle pour l'avancement du pays. Jusqu'ici, la partie qui essaye, l'UDPS entre autres, qui essaye de nous mettre ça en avant, ne nous dit pas clairement. Mais tout de suite, nous suivons de partout que l'intention ici, il s'agirait de la forme républicaine et du nombre des mandats, le nombre et la limite des mandats. Donc, c'est là où les débats blessent finalement. Nous n'allons pas quitter où on devrait être centré sur ce qui est bien pour notre population, mais là, on voit que c'est plutôt l'intention d'un certain groupe qui, après avoir goûté les miels, estime que c'est tellement sucré et qu'il faudrait se maintenir au détriment des intérêts du peuple. Et c'est là où je reviens et je dis non, et qu'en tant que politique, je reste très attachée aux valeurs de la République. Je me dis que non, on a eu un premier mandat avec le chef de l'État. Parce qu'il faudrait que je rappelle ici, j'ai moi-même été candidate dans ma circonscription, j'ai battu campagne pour le chef de l'État, d'où on a eu un premier mandat. Autant elle a été difficile, nous n'allons pas le renier, mais nous avons aujourd'hui un deuxième mandat. Donc 10 ans, c'est largement suffisant. Le président de la République ne pourra pas tout faire. Il ne s'agit pas là d'une magie, mais il s'agit ici de conduire le pays sur un point B et ensuite viendra un successeur qui fera sa part et ainsi de suite. Nous ne voulons pas d'un recul à la démocratie. Nous ne voulons pas reculer. Nous avons aujourd'hui cet acquis qui est l'alternance que nous avons. Nous voulons consolider ça et que ça se pérennise dans le temps. Vouloir nous ramener, Monsieur Ambroise, vouloir nous ramener sur un débat de révision, de parler de nombre de mandats. J'ai entendu certains cadres de l'UDPS parler de passer de 7 à 9 ans. Mais je dis, nous avons 10 ans. Nous avons eu 10 ans aujourd'hui. Donc ça fait 2 mandats. Après, quand vous allez avoir 14 ans, vous voudrez avoir une 5e année. Donc finalement, on ne va pas passer à autre chose. Nous allons aller des mandats en mandat où on voudra alourdir parce que l'appétit vient en mangeant. Donc plus on voudra avoir un plus, on voudrait que ça continue. D'où nous ne pouvons pas accepter cela, bien qu'étant membre effectivement de l'Union sacrée. Ah, ok. Mais vous parlez de l'intérêt du peuple. La révision de la Constitution devrait être liée à l'intérêt du peuple. Mais l'intérêt du peuple n'est-il pas non plus à son niveau lié à la qualité des leaders qu'on a? À la qualité des leaders, étant donné que si on connaît les profils des différents leaders politiques que le pays compte, on peut se faire une idée de qui peut
amener ce peuple vers son intérêt. Peut-être qu'il s'agirait de cela qui pousse certains à croire que si on revoit le mandat présidentiel, Tshisekedi pourrait faire l'affaire, dans ce sens. Monsieur Ambroise, je suis heureuse parce que dans votre question, il y a une partie de la réponse. Parce que lorsque nous parlons de la qualité des acteurs politiques, en quoi est-ce que la Constitution vient déranger? En quoi est-ce que la Constitution s'est substituée à un obstacle? On a compris qu'ici, il ne s'agit pas, ce n'est pas une question d'hommes. La Constitution limite les chances des hommes providentiels. Les hommes providentiels. Je ne pense pas. Nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, c'est l'homme congolais, l'acteur politique congolais qui pose problème. Il ne s'agit pas de la Constitution. La Constitution n'a jamais autorisé les détournements que nous avons. La Constitution, elle n'a jamais été... Aujourd'hui, elle n'empêche pas que nous ayons de route. Donc, il s'agit ici d'abord de l'homme congolais lui-même qui pose problème. Est-ce que, s'il faudrait parler, j'ai même entendu lorsque nous parlons, non, voilà, le chef de l'État a pris beaucoup de temps pour nommer un gouvernement et ce qui va avec. Mais je voudrais vous dire que cette question-là, s'il faudrait résoudre, tournons-nous vers la loi électorale. Tournons-nous vers la loi électorale. Ça n'a rien à voir avec le président de la République. D'où, aujourd'hui, ces aspects-là, les évoquer, c'est simplement manquer de tact. Et je reproche ici même le profil de ceux qui veulent discuter. S'il faudrait parler de la révision constitutionnelle, je suis d'accord avec vous qu'il faudrait effectivement faire asseoir les intelligences autour d'une table, les constitutionnalistes se mettent et aborder les vrais problèmes. Mais venir avec une intention... Pas toucher au mandat présidentiel. Pas toucher au mandat, parce que ça c'est un faux débat. Là c'est clairement un faux débat qui ne déroge. Parce que nous avons plusieurs exemples ailleurs où nous voyons qu'en moins d'un an, dans un pays où les gens se veulent être sérieux, les choses sont faites. Donc, il ne faudrait pas venir nous dire que non, 5 ans se peut, on doit monter à 7 ans. Non, parce qu'après 7 ans, vous en voudrez plus. Non, je pense que nous avons un premier mandat qui est de 5 ans, qui est renouvelable. 10 ans, c'est largement suffisant pour conduire le bateau de la RDC et amener à bon port. Donc, ce débat-là, comme je vais emprunter les mots même du ministre Mouyaya qui dit, ça reste un débat d'à côté. Nous n'allons pas interdire à des personnes penser au nom de la liberté de penser, c'est de leur droit, mais vouloir faire des raccordements aussi frauduleux que ça c'est inacceptable et je pense sincèrement... Mais vous parlez beaucoup plus de l'intention, mais il n'y a rien d'officiel par rapport à l'aspect du mandat présidentiel. Mais c'est ce que rien d'officiel. Oui, il n'y a rien. Nous sommes dans une république où les débats, elles doivent exister. Mais puisque ces débats touchent directement à l'un des principes fondamentaux de notre État, qui est la Constitution, qui se retrouve même au sommet de l'iceberg, il est tout à fait normal que nous puissions en parler, mais j'insiste pour dire que ça reste encore, c'est vrai, un débat d'à côté. Mais nous sommes au Congo, nous connaissons comment ça se passe, nous connaissons comment les groupes de personnes veulent à tout prix imposer leurs pensées et nous craignons effectivement, bien que le chef de l'État en son temps l'a si bien dit qu'il tâcherait de respecter la Constitution et j'ai foi en sa parole, mais la crainte ici, ce serait que ce groupe de personnes viennent petit à petit à vouloir faire croire au chef de l'État que c'est ça le chemin à suivre. Nous avons vu dans ce pays combien d'acteurs politiques qui ont accompagné Kabila en disant « Kabila, il faudrait que tu restes là, il faudrait... » On a entendu toutes sortes de slogans dans ce pays, mais en même temps, nous avions vu comment ces personnes n'ont pas hésité une seule seconde à tourner le dos à Kabila. Donc aujourd'hui, le président Tshisekedi ne doit pas souffrir d'amnésie pour se rappeler que aujourd'hui, les regards sont tournés vers lui. Il y a quelqu'un qui a parlé, je crois que c'est le secrétaire général de l'UDP, qui a parlé d'héritage. Il s'agirait d'un héritage de 5 délimité, mais je suis désolée. L'héritage ici du 5 délimité, c'est d'abord, c'est tout simplement la phrase, le slogan, il dit le peuple d'abord. Donc, ça doit être cette démarche-là. Donc, si vous voulez parler de la révision constitutionnelle, parlez des intérêts du peuple. Tant qu'il n'y a pas intérêt du peuple ici, et si on doit parler même de la révision... Mais le peuple doit être servi par une personne. Le peuple doit être servi par une personne. Le peuple a renouvelé sa confiance. Et si l'UDP s'estime que la personne qui peut mieux servir ce peuple, c'est Félix Tshisekedi, par exemple. Mais ce peuple-là a renouvelé sa confiance au chef de l'État avec 73%.
c'est largement suffisant. Vous faites le travail, ne venez pas raconter des choses à la population qui est déjà dans une... Aujourd'hui, nous avons un pays où la situation, elle est critique à tous les niveaux. La situation sécuritaire qui malheureusement, nous n'avons pas encore trouvé une solution à cela. Donc, dans cet état de choses, il ne faut pas oublier que dans ce même pays, nous avons toujours, j'ai toujours dit, revenons vers l'histoire. Dans ce pays, il y a toujours la question de la légitimité qui revient. Donc, s'il faudrait aujourd'hui dire que Tshisekedi est légitime pour la révision, mais n'oublions pas qu'avec ce qui se passe à l'Est, il y aura un autre groupe qui se lèvera pour nous dire que vous n'êtes pas légitime. Donc, nous allons encore reprendre les débats à zéro pour parler, est-ce que vous êtes légitime, est-ce que vous ne l'êtes pas. Et à ce moment-là, l'intérêt du peuple, aujourd'hui, descendez sur le marché, la flambée des prix, nous souffrons, regardez ce qui se passe dans la ville. Il y a pas le samedi, nous avons vu comment il y a eu des noyades un peu partout dans la ville. Donc, il y a des questions cruciales où vous devez vous atteler et mettre toute la volonté politique d'action de nous parler aujourd'hui de la révision constitutionnelle qui, j'insiste, ne freine en rien que les choses soient faites par les acteurs politiques. On estime par exemple que notre constitution conduit à une certaine lourdeur de la machine institutionnelle. Après l'élection de 2023, on a vu comment les institutions, pour se mettre en place, ça a pris beaucoup de temps. C'est la faute à la Constitution. Vous serez prêt à accepter cette révision, mais sans toucher au mandat? Monsieur Ambroise, j'aimerais que l'on comprenne une chose. Dans toutes les constitutions du monde, la Constitution ne dit pas tout. Ok. Donc c'est pour cela que nous avons toutes les dispositions, les lois organiques. Donc c'est toute cette machine-là. Donc si aujourd'hui il y a eu, je répète encore mon propos en disant que s'il y a eu un freinage tout autour de la nomination du gouvernement, tournons-nous vers la loi électorale. Parce que j'ai même entendu encore ce matin où on parlait du débat autour de la forme républicaine d'un État. Mais j'ai dit, mais c'est des choses graves. Nous avons un régime semi-présidentiel où le chef de l'État est élu par suffrage universel et nous avons un Premier ministre. Donc de quoi vous parlez? Le Premier ministre est responsable devant le Parlement avec son équipe. Donc aujourd'hui, j'ai comme l'impression que le Premier ministre issu de la majorité parlementaire. Parlementaire, bien sûr. Donc on veut forcément racoler sans avoir un soubassement solide pour dire que voilà ce qui doit être fait. Jusqu'ici, on ne brandit pas réellement la question. Je suis juriste, j'entends, j'écoute, je prête l'oreille à ce qui se passe, mais je me dis, il y a des questions, effectivement, comme vous l'aviez dit, si on nous parle effectivement de certains manquements, ou certains, je ne dirais pas manquements, mais par exemple, il y a des tests de loi où la Constitution, en 100 ans, on n'a pas les constituants, pardon, n'a pas su aborder des questions qu'aujourd'hui sont des questions d'actualité. Je suis d'accord, mais comme je reviens sur mes pas en disant que j'attaque ici l'intention de nous parler de nombre de mandats. Et là, c'est là où je dis non, je reste attaché à la République et les valeurs de la République veulent que nous puissions respecter la Constitution. Il y a quelqu'un que j'ai reçu sur ce plateau, Maître Dalia Chilanda, un avocat aussi, que j'ai reçu sur ce plateau qui me rappelle que Mobutu a révisé la Constitution des 67 16 fois. Laurent Désiré Kabila a modifié le décret constitutionnel de 97 3 fois. Joseph Kabila a révisé la Constitution de 2006 une fois, en 5 ans de mandat. Mais Félix Tshisekedi ne l'a pas encore fait. Après 6 ans de règne, lui refuser est une discrimination inacceptable. Monsieur Ambroise, je crois que moi, j'estime que l'on doit être d'accord avec mes propos. J'insiste sur le fait de dire qu'ici, ce qui me dérange en tant que républicaine, c'est l'intention qui est cachée derrière. Le mandat. Réviser la Constitution, à ramener les débats autour de la Constitution parce que lorsqu'on parle de Kabila, il y a eu des questions qui étaient mises sur la table et qu'il fallait absolument... De 2 tours à un seul tour, de la présidentielle. Il fallait essentiellement y réfléchir, mais n'oublions pas que c'est la même Constitution de Kabila qui maintient finalement l'article 220 qui nous dit clairement que la forme républicaine d'un État, le suffrage, ne peuvent souffrir d'aucune modification. Donc, on doit rester sur ce qui sont le socle même de notre Constitution. On n'y touche pas. Parlons-en. Il y a des questions, par exemple, j'aurais voulu entendre, parce que ce sont des députés le secrétaire général
de l'UDPS, M. Kabouya, c'était un député. Aujourd'hui, moi, j'aurais voulu qu'on me parle, par exemple, en me disant qu'il est temps de parler de la limite de mandat d'un député. Ça, on n'en parle pas. Bizarrement, on est concentré sur le nombre de mandats du chef de l'État. C'est tout ce qui intéresse. C'est tout le débat. Il n'y a pas un texte qui est brandi pour dire que voilà ce qui est fait, voilà ce qui doit être changé, voilà ce qui doit être modifié. Il a parlé même de la souveraineté. Mais moi, je dis, mais quand vous parlez de la souveraineté, vous oubliez que la RDC a ratifié, a signé des accords avec le droit OHADA. Nous avons cédé une partie de notre souveraineté parce qu'aujourd'hui, en matière OHADA, nous savons comment ça se passe et que ce sont les tribunaux OHADA qui s'en occupent. Donc, il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on vienne nous raconter des histoires sans plutôt poser des bases pour dire effectivement voilà ce qu'il en est. La question de Kabila passer d'un mandat de deux à un seul tour. Oui, là il y avait des obstacles et ils ont justifié ce qu'ils pouvaient justifier et ça a été fait. Mais jusqu'ici, rien n'est fait si ce n'est que de nous parler de quitter de 5 ans à 7 ans. Et ça, c'est malheureux. Alors, que répondez-vous à ce... Je voudrais peut-être avoir de vous un avis scientifique. Que répondez-vous à ceux qui pensent, notamment en ce qui concerne l'article 220, vous avez parlé de la forme républicaine de l'État, le mandat présidentiel qui sont intouchables, mais quelqu'un a dit que l'article 220 lui-même est touchable. C'est le mandat présidentiel qui n'est pas touchable. C'est la forme républicaine qui n'est pas touchable. Mais l'article 220 lui-même est touchable. Il n'a pas été verrouillé. Qu'en pensez-vous? Je pense que là, j'ai peut-être affaire à un juriste et les manœuvres dilatoires, c'est un peu notre... C'est votre monde. Monde de l'emploi, tout simplement en voulant compliquer. Lorsqu'on parle que l'article 220 est un article verrouillé, après que quelqu'un vous dise que oui, ce qui contient, oui, mais 220 n'est pas verrouillé. N'est pas verrouillé. C'est la matière qui est verrouillée. Je suis désolée, lorsque l'on ferme une bouteille, je crois que le contenant est sécurisé. Maintenant, lorsque vous dites oui, on peut prendre les bouteilles, mais où s'en va le contenant? Je crois que là, on veut simplement. Il faut parler de la bouteille, mais si on dit le contenu de la bouteille n'est pas buvable, la bouteille a un bouchon, mais on commence d'abord par enlever les bouchons. Donc, je préfère rester pour dire qu'on se connaît très bien dans ce dérapage, dans cette manière de faire, mais restons sérieux face à nous-mêmes. Aujourd'hui, les acquis de la démocratie que nous avons, elles doivent être pérennisées. On ne doit pas nous emmener à des débats qui nous ramènent en arrière. Moi, j'insiste pour dire que 10 ans, c'est largement suffisant pour emmener le pays d'un point à un autre et pouvoir avancer. Si on voudrait parler de la révision constitutionnelle, je suis ouverte à l'esprit. Oui. J'insiste, je suis ouverte à l'esprit, mais il faudrait ici ramener des tests, nous parler sérieusement de ce qui bloque, de ce qui dérange. Et oui, mais si nous connaissons les acteurs politiques, si l'intention, c'est de vouloir permettre au président Tshisekedi de briguer un 3e mandat, ça, carrément, je lui ai dit, c'est un recul démocratique. C'est un recul démocratique puisque nous n'avons pas fait tout ce chemin pour rien. Et s'il y a certains qui osent dire qu'il s'agit là de l'héritage du FAN, je dis, vous n'aviez rien compris. L'héritage du FAN, et c'est à ça que le président Tshisekedi doit s'en tenir, c'est de honorer ce peuple qui l'a soutenu et qui lui a accordé 73%. D'où aujourd'hui, il doit plutôt travailler pour l'intérêt du peuple. Et cette question-là, elle ne doit pas être d'actualité. Nous n'avons pas autorisé avec Kabila, ce n'est pas avec Tshisekedi que nous avons laissé faire. Tout le monde n'est pas fait pour devenir président de la République. Exactement. En Chine, il y a pratiquement une présidence à vie, mais les gens vivent. Mais écoutez, tous ces exemples, j'étais même en train de faire un débat avec un ami qui m'a dit, écoutez, prenez l'exemple en Allemagne où le nombre de mandats du Premier ministre n'est pas défini. Et ça n'empêche pas effectivement le développement d'un pays. Mais ici, nous allons d'abord retourner à notre propre histoire. Nous sommes partis de 32 ans de dictature de Mobutu. Nous sommes partis aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé avec Kabila. Nous devons aujourd'hui, cette démocratie, cette jeune démocratie que nous avons, nous devons la laisser croître et qu'elle devienne finalement, qu'elle s'installe dans notre mémoire collective, que les choses se passent comme ça. Certes, on peut bien citer les pays occidentaux ou les pays qui nous entourent comme exemple.
exemple, mais je pense que chaque pays a sa propre histoire. Et nous avons la nôtre. Et puisque nous avons la nôtre, au regard de cette histoire, au regard de la fragilité, au regard même de comment notre constitution a été faite dans une période assez difficile, transitoire du pays, je pense que nous ne pouvons pas ici vouloir se raccoler à une histoire pour pouvoir dire voilà ce qui a été fait. Voilà. Je crois que ici, le constituant, en verrouillant l'article 220, a eu pleinement raison. Ici, travaillez pour le peuple, faites en sorte que le développement du pays puisse démarrer véritablement et que le vécu de notre population, si après, quand le Congolais aura mangé à sa faim, aura la possibilité de se déplacer, aura tout ce qu'il demande aujourd'hui, après cette question-là, oui, on peut en parler, on peut dire voilà. Là, on peut en parler. Oui, on peut en parler, on peut se dire voilà, ça nous coûte peut-être trop cher les élections, mais d'abord, il y a des préalables. Donc les préalables ne sont pas... C'est l'intérêt du peuple. L'intérêt du peuple, le Congolais aujourd'hui souffre. La situation du pays, ça ne va pas. Donc concentrons-nous d'abord sur cela. Et après, voilà, donc après on peut réfléchir. Nous sommes un pays agressé par les voisins, par le Rwanda. Et donc sous cette fragilité-là, venir parler, j'insiste ici sur ce problème qui nous a toujours poursuivi, le problème de la légitimité, d'où aujourd'hui avec le groupe armé, il ne faudrait pas donner une ouverture, une brèche à des groupes qui vont se lever le matin pour dire voilà, comme vous avez modifié la Constitution, vous n'êtes pas légitime, nous là-bas on décide, on déclare un nouveau légat. Apparemment c'est une machette à double tranchant. C'est un côté, mais il y a un autre côté, les gens estiment que la stabilité du pays passe par le maintien de Tshisekedi au pouvoir. La stabilité du pays parce que c'est un pays agressé. C'est le seul qui sait défendre la RDC, c'est le seul qui sait citer l'ennemi, qui s'est pointé du doigt l'ennemi. Monsieur Ambroise, je ne veux pas partager cette position parce que il ne faudrait pas balayer ici les efforts qu'a fait le président Kabila en son temps. Il ne faudrait pas que nous souffrons que nous ne soyons, il ne faudrait pas que nous puissions être simplement des fanatiques à l'aveugle. Il y a eu un travail qui a été fait pour que le président aujourd'hui, Tshisekedi, prenne le flambeau et qu'à son tour puisse faire sa part. Il n'y a pas d'homme indispensable au sein d'un État. Je suis désolée. Il faudrait que ça entre dans notre mémoire collective pour se dire qu'il n'y a pas d'homme qui est suprême et qu'il n'y a que celui-là. Non, Kabila a fait son temps, il s'est battu pour nous accorder cette stabilité que nous avons eue et qu'aujourd'hui le président Tshisekedi à son tour est en train d'y conduire. Si le contexte, il ne faut pas oublier le contexte, chaque époque a ses contextes et a ses réalités. Face à l'époque où Kabila avait pris le pouvoir et tout ce qui s'en va avec, les contextes n'étaient pas, est-ce qu'il fallait forcément nommer, mais aujourd'hui, finalement, Tshisekedi a choisi une nouvelle approche. Chaque acteur politique a son plan d'action. Le plan d'action du président Kabila était celui-là. Est-ce que ça n'a pas porté ses fruits? On a eu des moments de calme dans ce pays. N'oublions pas 2013. On a eu de nos soldats, n'oublions pas Mamadou Ndala. Donc, il y a eu tous ces efforts qui ont été mis en place qu'on ne va pas balayer pour dire que non, aujourd'hui, la situation, il n'y a que Félix Tshisekedi. Je suis désolée, non, je ne suis pas de cette école et je ne partage pas cet avis. Vous êtes réconforté par un peu la division, elle semble être apparente, mais une division au sein de l'UDPS sur cette question justement. On a vu quand même une partie des cadres qui étaient contre Augustin Kabouya, mais qui continuent à dire qu'ils sont contre cette révision constitutionnelle. Donc Kabouya a lancé la sensibilisation, la campagne. Ça vous réconforte un peu? Réconforte, oui, dans ce sens, pour dire que nous sommes dans une démocratie. La liberté de penser nous est accordée et que même au sein d'une famille politique, effectivement, il ne faudrait pas que nous applaudissions pour applaudir. Lorsqu'il y a un mal, lorsqu'on sent qu'il y a des groupes de personnes qui veulent dérouter le chef de l'État de sa vision première en voulant le ramener à des choses. Et je suis désolée pour certains qui prennent aujourd'hui, membres de l'UDPS, qui prennent aujourd'hui Mobutu pour exemple. Moi, je tombe de nu pour me dire que comment est-ce que l'UDPS, 37 ans d'opposition, peut aujourd'hui se permettre de prendre Mobutu pour exemple. Donc, je me dis que toutes les dérives dictatoriales de Mobutu faisaient rêver certains classiques de l'UDPS. Je suis désolée parce que je m'interroge aussi. Mais le débat politique veut que nous puissions parler au sein de la majorité. J'ai vu au sein
de la majorité présidentielle au sein de l'Union sacrée, il y a eu des voix qui se sont levées pour dire qu'effectivement, nous ne partageons pas cette manière de faire, cette pensée. Et il y a ceux qui adorent, mais nous, la beauté même de la démocratie. Et moi, j'ai foi au chef de l'État qui a dit haut et fort qu'il tâcherait de respecter la Constitution et que ce n'est pas une priorité pour lui de briguer un troisième mandat. Pour terminer complètement sur cette question de la Constitution, Dalia Chilanda serait-elle en train d'aller vers l'opposition ou elle est toujours à l'Union sacrée de la nation? Je suis toujours membre de l'Union sacrée de la nation, puisque j'ai dit au départ que j'ai battu campagne pour le chef de l'État, mais au-delà de tout, je suis d'abord une patriote, je suis une citoyenne et je suis attachée aux valeurs de la République. Qui dit la République, ça veut dire que la République est bâtie sur des principes. Et au-dessus du sommet même de l'iceberg, nous avons la Constitution qui, moi, en tant que patriote, j'estime qu'elle doit être respectée et que l'on doit plutôt travailler ici pour l'intérêt de notre peuple. On va parler de, avant la rentrée judiciaire, d'abord la rentrée judiciaire. Comment avez-vous trouvé cette rentrée judiciaire avec tout ce qu'il y a eu du côté magistrat? Alors, étant d'abord avocate, je trouve que ce qui s'est passé lors du Mercurial n'était pas du tout élégant, je m'explique. Vous savez, les avocats, les magistrats, nous sommes régis sur des règles déontologiques. Et là, j'ai simplement vu de hauts magistrats ne pas répondre au respect de la déontologie, tout simplement. Le magistrat qui sont, du coup, les hauts magistrats, là, c'était la plus haute fonction. La sommité. Le sommité qui s'en prend publiquement, de cette manière-là, au ministre de la Justice, qui est d'abord politique, ce n'était pas du tout élégant, ce n'était pas agréable de voir. Et n'oublions pas que le chef de l'État a eu à jouer un rôle de médiateur pour essayer de calmer les uns et les autres. Et voir que ça continue de cette manière-là, moi, je reste un peu déçue. Il semble que c'est le ministre de la Justice qui avait lancé les sociétés. C'est le ministre d'État de la Justice qui avait lancé les sociétés en dirigeant les projectiles vers les magistrats. Je ne voudrais pas prendre la part du ministre de la Justice, mais je voudrais que qu'on soit tous d'accord sur un point. L'appareil judiciaire, les premiers acteurs de la justice, ce sont les juges, magistrats, comme on le dit, les juges du siège et les juges du parquet. Ce sont eux que l'on pointera d'abord du doigt, puisque ce sont eux qui parlent au nom de l'État, ce sont eux qui représentent l'État. D'où, s'il y a un dysfonctionnement tel que celle-ci observé au sein de cet appareil, ce sont eux que l'on pointera du doigt. Ils ne doivent pas prendre ça comme une attaque, mais moi je pense qu'ils doivent prendre cela comme ici un avis un peu interpellateur, puisque aujourd'hui le Congolais de tous les jours, les justiciables n'ont plus confiance en notre appareil judiciaire. Et c'est d'abord dû, qu'est-ce qui est à la cause de cela? C'est le comportement de magistrats, c'est le comportement des juges. Donc aujourd'hui, je suis désolée qu'ils décident ouvertement de se lancer dans cette attaque. Et d'ailleurs, ça ne nous profite pas, puisqu'ils sont appelés à collaborer. Ils sont appelés à collaborer pour effectivement essayer de relever les torts. Et j'ai même aimé une chose qui a été dite lors du Mercurial, c'est que depuis un certain temps, on a vu qu'il y a une réduction de magistrats corrompus. Donc je me dis, l'action du ministre... Il y a une réduction des magistrats corrompus. Oui, c'est ce qui avait été dit. Nous avons tous suivi. Donc je me dis, donc l'action du ministre Moutamba, finalement, de pointer du doigt, a porté certainement de fruits. Donc aujourd'hui... Alors il faut vérifier si la réduction a eu lieu après les déclarations du ministre Moutamba. Je crois qu'il y a eu un impact, parce que du fait qu'aujourd'hui on pointe du doigt le problème, c'est vrai que les magistrats à leur tour vont relever certaines failles de notre système, de l'exécutif, comment les choses ne sont pas faites, comment il y a ce problème des salaires et toute la rémunération de magistrats, et même les conditions de travail des magistrats. Effectivement, il y a toutes ces questions qui reviennent, mais
ici, il faudrait d'abord rappeler ici la volonté de travail de certains magistrats. Nous nous plaignons, mais nous avons vu comment la justice de notre pays, elle est devenue la justice de plus fort. Si tu es faible et que tu n'as pas les moyens, peu importe les raisons du monde que tu peux avoir, tu te vois perdre. Et ça, c'est tellement difficile pour un pays parce que le pays doit s'asseoir sur un système judiciaire fort, il faudrait le dire. Le taux de criminalité au pays augmente de plus en plus. Le président de la République en a parlé dernièrement au Conseil des ministres. Il semble que cette montée du taux de criminalité a été constatée après ce qu'on a qualifié par les autres des évasions, donc les libérations conditionnelles des prisonniers par le ministre Moutamba. Après, c'est cette guéguerre avec les magistrats, justement. Est-ce que vous ne trouvez pas que tous, magistrats, gouvernements, sont responsables de la situation que l'on connaît actuellement? La situation sécuritaire, principalement de la ville-province de Kinshasa, est-ce qu'il faudrait l'imputer directement au ministre Moutamba parce que ça augmente, ça a augmenté, la criminalité a augmenté. Je dirais absolument non. Aujourd'hui, s'il y a le taux de criminalité, n'oublions pas aussi qu'il y a d'un côté le problème, l'accessibilité au travail. Les jeunes se livrent à cette criminalité tout simplement parce qu'il y a le seuil de pauvreté qui est à son plein fort, le chômage qui est... Donc aujourd'hui, j'aimerais poser la question. Si on nous dit que c'est parce que depuis que le ministre Moutamba a décidé de d'humaniser, c'est ça le mot correct, d'humaniser la condition, les prisons. Est-ce que quand on a eu cette vague d'enlèvement, il y avait question de ministre Moutamba qui avait... Non, je pense qu'aujourd'hui, j'ai un peu mal du fait de voir que le ministre Moutamba travaille un peu seul. Alors que sur cette question-là, il devait être accompagné par le ministre de l'Intérieur, les ministres de la Justice, tout le monde devait être tourné, puisque après, nous avons vu combien il y a de ces personnes à cause des faits bénins que nous connaissons, qui est allé voler une chemise, se retrouve 3 ans en prison parce que le procureur aurait demandé $500 et que la famille est incapable, et il se retrouve 3 ans en prison. Ça, parlons-en aussi. Mais après, ce que moi j'aimerais dire ici au ministre Moutamba, c'est que parler d'humaniser la condition carcérale, c'est bien, mais je crois qu'il est temps aujourd'hui de parler infrastructure. Infrastructure. Parce que ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Il est temps aujourd'hui de construire une prison. Comment, pour une ville comme la nôtre, nous avons 15 millions d'habitants et nous n'avons que la prison civile, la prison civile de Makala. Alors que ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, en son temps, lorsqu'on l'a construit, c'était pour recevoir à peine 1500 individus. Et aujourd'hui, on est à un dépassement de plus de 1000%. Et je crois que si vous voudrez parler humaniser, oui, pensez construire les prisons. Parce qu'en fait, au quotidien, la loi doit être appliquée. Ceux qui commettent des infractions doivent être amenés à la prison. Puisque les infrastructures ne sont pas construites, est-ce que vous donnez raison à ceux qui l'accusent de populisme préparant 2028? C'est un ancien candidat président de la République en 2023. C'est un homme politique aussi. Ah, ok. C'est un homme politique aussi. Ah, donc, je ne parlerai pas de populisme parce que jusqu'ici, on ne nous dit pas quelles sont les lois qu'il a enfreintes. Il faudrait qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Est-ce que nous avons tous vu les images de conditions de nos compatriotes en prison? Nous avons vu la condition carcérale de nos compatriotes. Est-ce qu'il ne fallait pas désengorger? Il fallait. Est-ce qu'ils n'ont pas respecté la procédure? N'oublions pas que ces désengorgements se font ensemble avec une commission composée des magistrats. Et la liberté conditionnelle, elle est garantie par la Constitution, car après un certain temps, au regard d'un certain critère, la personne peut bénéficier de cela. Donc puisque nous voulons à tout prix abattre le chien, il ne faudrait pas non plus oublier les efforts qui sont consentis et surtout même la volonté politique de changer les choses. Qui, jusqu'à présent, les magistrats, eux, pendant tout ce temps avant Moutamba, n'ont rien fait. Au contraire, ils ont contribué à l'enfoncement de notre appareil judiciaire. Et ça, je parle et je pèse mes mots. Donc, populisme, non. Mais est-ce que c'est un acteur politique libre à lui de préparer sa machine autant qu'il voudra? Dans ça, de préparer son électorat pour 2028.
Nous sommes en démocratie. Au détriment du président de la République. Nous sommes en démocratie et c'est même la beauté que chacun de nous peut se nourrir d'ambition et même le chef de l'État ne sera pas contre ça parce que ça serait bizarre de... s'il avait peut-être... je ne parle pas ici de troisième mandat, mais revenons en 2023, il avait besoin d'avoir des challengers autour de lui. Donc c'est d'où même la beauté. Ah, de la démocratie. Exactement. Alors, il a annoncé des états généraux de la justice, mais on se pose la question de savoir pourquoi des états généraux, pourquoi faire lorsqu'on sait qu'il y a eu des états généraux de 2015, il y a pratiquement 9 ans. C'est vrai qu'il y a eu des états généraux en 2015 et les résolutions de ces états généraux en 2015 ont souffert d'application. Ça, c'est l'un des plus grands problèmes de notre pays où les textes sont là, mais elles souffrent véritablement de la mise en application. Aujourd'hui, vouloir revenir sur ce travail, c'est vrai que 9 ans après, beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses nous arrivent aujourd'hui, par exemple, on parle aujourd'hui du droit numérique. 9 ans avant, ce n'était pas une question sur laquelle on pouvait véritablement... Il y a l'évolution, effectivement, de réalité. Mais je pense aussi que la volonté du ministre est de s'asseoir et d'inviter les différents acteurs autour de cette table-là pour effectivement parler de ça. Mais je crois qu'il devrait aussi prêter attention à ce qui avait été fait en 2015. Utiliser ces archives-là pour pouvoir avancer et que cette fois-ci, avec les états généraux qui arrivent, il y aura véritablement cette volonté de passer à l'exécution. Nous sommes très bons parleurs ici, hein, nous parlons bien, mais quand il s'agit d'exécuter, de respecter, c'est là notre faille en tant que Congolais. Donc, je pense que c'est une très bonne chose que les acteurs se mettent autour d'une table, discutent, et ça va aussi permettre aujourd'hui que l'on mette aussi au centre du débat la situation de magistrats. Au-delà de pointer du doigt leur faiblesse au regard de l'appareil judiciaire, mais aujourd'hui, il faudrait se dire que si nous voulons que l'appareil judiciaire puisse se relever de son commun, il faudrait d'abord aussi penser à ces acteurs-là, les conditions de travail, comment ça se passe. Et je souhaiterais qu'au cours de ces débats aussi, il est temps que nous puissions parler comment le chef de l'État peut aussi jouer un rôle au sein du Conseil supérieur de la magistrature. C'est important. Vous avez... Mais il y a séparation de pouvoir, là, mais quand vous l'intégrez. Mais lorsque vous l'intégrez, mais on peut toutefois limiter son plan d'action, mais je pense que c'est aussi important. Je veux vous parler d'un fait. Nous avons eu, il n'y a pas très longtemps, les textes pour recruter les nouveaux magistrats. Mais allez-y, la majorité des nouveaux magistrats, certains se retrouvent ici. Et les peu qui sont même allés en province essayent de rebrousser chemin pour revenir sur Kinshasa. Mais je pense qu'ici, il fallait que le Conseil supérieur de la magistrature soit strict en disant qu'il est inconcevable qu'au sein de nos provinces, qu'il y ait un manque de magistrats. Aller dans d'autres coins, il n'y a pas de magistrats. Aujourd'hui, quelqu'un qui se fait arrêter, pour pouvoir trouver un juge, il lui faut parfois 5 à 6 mois parce qu'il y a indisponibilité des magistrats. Donc, il y a toutes ces questions-là. Et je veux aussi rappeler ici qu'il y a eu une certaine époque, il y a eu l'honorable, je crois, Sakata et Minaku qui ont fait des propositions, qui avaient initié effectivement une loi. C'est vrai qu'en tant que politique, ça je veux m'attaquer directement... C'était pour l'injonction négative en tant que politique, puisque dans notre pays, nous souffrons de cette volonté de tout politiser. Oui. Et même lorsqu'il suffit de réfléchir, nous nous abstenons parce que nous pensons que puisque ça vient d'un camp, et ça c'est ça le malheur de notre pays, lorsque ça vient d'un camp, si ça vient du camp Katumbi, on rejette en bloc parce qu'on se dit je soutiens Kabila, je soutiens Tshisekedi, pardon, tout en oubliant que les hommes passent, mais les institutions restent et que nous devons réfléchir en fonction de... Vous veniez de dénoncer, si vous vous opposez à la révision de la Constitution, c'est par rapport à l'intentionnalité. Les lois Sakata Minaku, il y avait aussi une intentionnalité. On parlait d'un pouvoir d'injonction négative qu'on voulait donner au ministre de la Justice. Ça signifie que le parquet peut initier des enquêtes contre quelqu'un et puis le ministre dit arrêtez les enquêtes. Je crois que nous sommes, puisque nous disons que nous sommes dans un pays où il y a plusieurs intelligences, nous devons être ouverts au débat.
quand je parle, je prends pour exemple, je n'entre pas dans le fond de leur pensée, mais je dis ici que cette question-là doit faire objet d'une discussion sérieuse. Prenons le cas dans notre pays où la Constitution confère tous les pouvoirs à l'avocat général, au président de la Cour de cassation, qui a plein de pouvoirs. En fait, il peut délibérément faire une plainte contre un député, contre un ministre. Et donc, il a plein de pouvoirs. Mais je pense que dans un État, on doit tourner les questions tout autour de voir comment on peut limiter. Pour effectivement éviter qu'il y ait des dérapages de la part de... Les pouvoirs arrêtent les pouvoirs. Oui, donc on doit se voir. Aujourd'hui, quand j'y pense, est-ce que le ministre de la Justice, il fait partie, par exemple, du Conseil, oui, il siège lors des réunions du Conseil supérieur de la magistrature, est-ce qu'il y a forcément cette volonté d'injonction ou il y a moyen d'arrondir les angles? C'est là où maintenant je dis que ça a tellement été politisé que les matières à réflexion n'ont pas été mises en avant pour se dire est-ce qu'on peut y aller dans ce sens-là et que faire? Parce que lorsque un député initie quelque chose, ça ne veut pas dire que l'on doit prendre pour parole d'évangile ce qu'il dit, mais on peut réfléchir dessus et en tirer les meilleurs. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, on voit que nous nous retrouvons dans une situation où le président de la Cour de cassation a le plein pouvoir et il n'y a pratiquement pas de limite autour de son pouvoir, alors qu'il doit y avoir des limites à chaque pouvoir. Il est aussi, il tombe en infraction, il y a ce que vous appelez la prise à partie, par exemple. Oui, il y a toutes ces questions-là, mais ici, j'essaye de ramener la réflexion sur un débat de fond, que l'on réfléchisse ensemble pour voir dans quelle mesure les failles que nous connaissons aujourd'hui peuvent aujourd'hui dérouter. Aujourd'hui, certes, le ministre de la Justice qui est le pouvoir exécutif, mais comment est-ce que le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, c'est vrai au nom du principe de la séparation de pouvoir, mais puisqu'ils sont appelés à cohabiter ensemble, il doit y avoir des terminaisons qui le réunissent et qui nous emmènent à relever les problèmes que nous avons avec l'appareil judiciaire. Et c'est dans ce contexte-là que se préparent les États généraux de la justice. Est-ce que vous croyez vraiment en la bonne tenue de ces États généraux de la justice lorsqu'il y a toujours des projectiles qui quittent un camp vers un autre et qui quittent l'autre camp pour être retournés là-bas? Est-ce que croyez-vous à la tenue des États généraux de la justice? Monsieur Ambroise, de par ma nature, j'ai toujours été quelqu'un de pessimiste, je l'ai dit ici, je crois. Mais après, nous nous connaissons. J'ai insisté sur le problème de l'applicabilité. Des recommandations. Là, nous souffrons, en fait, les résolutions sont là, elles sont prises. Donc, les problèmes sont là, nous connaissons, nous allons discuter, mais personne, finalement, ne va mettre en application. D'où, c'est ce qui nous inquiète. Mais est-ce que c'est important que nous ayons, finalement, 9 ans après, de nouveau assises? Oui, c'est important, mais nous attendons à ce que les résolutions qui vont sortir de ces assises puissent être appliquées véritablement. Mais avant les résolutions, il faut d'abord parler, il faut d'abord discuter, comme vous l'avez dit. Il faut réfléchir, c'est regarder droit dans les yeux, parler des problèmes. Là, le problème. Voilà. Vous avez parlé de la mercuriale, de la rentrée judiciaire, qui est encore une pilule amère à avaler pour les ministres. Je crois fortement au leadership du chef de l'État qui va essayer un tant soit peu en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Il faut les réconcilier. Hein? Il faudrait essayer d'attendrir un peu et d'arrondir les angles de chaque camp. Voilà. Alors, on est en train de terminer là. Une question sur peut-être la gestion de la Première ministre avec cette histoire du carburant. Le carburant qui baisse le prix, mais qui s'est fait rare dans les stations-service. Mais il baisse en même temps les prix et du transport en commun ne baisse pas, les biens de première nécessité non plus. Y a-t-il un problème c'est pas moi, de gestion ou de décision au niveau du gouvernement? Déjà, c'est à féliciter, malgré que nous souffrons avec de longs rangs autour des stations de service, mais avant tout, c'est à féliciter. Parce que ça faisait assez longtemps où on n'a pas eu une quelconque baisse dans ce pays. Mais s'agissant des denrées alimentaires, par exemple, il y a eu des commerçants qui ont eu à faire des achats. Donc, entre la période de l'écoulement de leurs marchandises et la baisse du carburant, le prix devait rester le prix, le temps pour eux d'écouler, parce qu'ils ne vont pas non plus travailler en perte. Ça, il faudrait tenir. Je crois que ça fait même partie des règles du jeu économique. Donc,
Mais aujourd'hui, nous attendons en tant que peuple, on se dit la baisse du carburant devrait effectivement être la suite logique de la baisse du prix des denrées alimentaires, entre autres de transport. Mais après, ce qui est bien dommage, et nous avons vu récemment cet incendie dans l'un des sites de transport, c'est que puisqu'il y a de moins en moins les transports publics de l'État et que ça reste un secteur très dominé par le privé, c'est là où aussi il y a problème. D'où je pense que le gouverneur de la ville, de toutes les provinces, devront se réunir avec les différents acteurs de ce sujet pour finalement trouver de solutions qui mettent d'accord les différentes parties, parce que l'État de son côté peine encore à assurer le transport pleinement, le mouvement de notre population. Donc c'est ce que je peux dire en ce sens-là, mais j'ai apprécié que finalement nous ayons une baisse considérable qui n'est pas de moindre sur le coût du carburant. Alors, on va terminer cette émission. Pareillement, de la fin pour ce soir, peut-être en rapport avec la révision de la Constitution. Quel est le mot que vous avez à lancer et au président de la République, et à l'UDPS qui est déjà dans une campagne et qui voudrait voir les sociétaires de l'Union sacrée y adhérer? Alors, au président de la République, tout ce que j'aimerais lui dire, vous savez, se maintenir longtemps au pouvoir est un piège. Et tout juste après, vous allez vous retrouver seul face à cette population qui risquerait de vous désavouer. Le président Tshisekedi est venu au pouvoir par alternance pacifique, d'où je crois qu'il doit se maintenir, il ne doit pas rester dans l'histoire avec une tâche. Il a souvent eu l'habitude de le dire que Azamaboko Pembe. Puisqu'Azamaboko Pembe, je crois qu'il doit se faire inscrire ainsi dans l'histoire de notre pays pour dire que voilà cet homme qui est arrivé au pouvoir. Nous avons eu plusieurs fois des hommes qui sont arrivés au pouvoir avec tout ce que nous connaissons de l'histoire, mais lui, il est arrivé. Il y a eu un ancien président qui a passé le flambeau et je pense que c'est ça même le véritable héritage qu'il a reçu, qu'à son tour de respecter la Constitution et de passer le flambeau à son prédécesseur. Et par rapport à l'UDPS, tout ce que je peux dire à l'UDPS, vous savez, nous pouvons débattre, nous pouvons penser. Ça, c'est cette liberté même que la Constitution nous confère, mais il ne faudrait pas croire que le pouvoir est éternel. Non, le pouvoir est passager. Le MPR a fait son temps, le PPRD a fait son temps, l'UDPS fera son temps, et ainsi de suite. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Et à la population congolaise, nous avons confiance au chef de l'État à qui nous avons donné 73%. Nous avons travaillé pour qu'il soit là et nous souhaitons qu'il passe rapidement à un remaniement parce que les acteurs qui sont là ne répondent pas à nos attentes. Vous demandez un remaniement. Exactement, il a même dit ça lui-même. Donc je ne fais que revenir sur les pas du chef de l'État qui a promis qu'il y aura effectivement parce que ceux qui sont censés l'accompagner travaillent de manière qui ne se fait pas sentir et la population est impatiente de voir du changement dans son vécu. Merci. Un remaniement par la justice. Monsieur Ambroise. Maître Dalia Chilanda, je vous remercie d'avoir été sur ce plateau des tables rondes. Merci Je rappelle à vous que vous êtes m'inviter. analyste politique. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour d'autres numéros des tables rondes. Au revoir.